mensonge déconcertant et en même temps gratifiant. Mais peut-être faut-il accepter, pour comprendre et pour résoudre, de regarder la réalité en face. Véronique Bouzeau. Oui, tout est une question de sémantique à l'école comme ailleurs. Alors bien sûr, il y a des causes communément admises au sujet de la violence, et je pense que vous serez d'accord avec moi. On admet que dans certains établissements scolaires, il manque de moyens humains. Dans d'autres, ça va être des moyens techniques, peut-être des caméras de surveillance. On considère aussi qu'il y a des problèmes sociétaux, avec une forme de nouveaux modèles, c'est-à-dire des élèves qui ont pour modèle les animateurs des téléréalités, et quand en début d'année, je leur demande ce qu'ils veulent faire, ils me répondent Madame Star, moi je veux passer à la télé. Mais il y a un autre problème essentiel dont personne ne parle, et pour cause, ils ont peur d'être mis au banc de la société. Éric Zemmour en a fait l'amère expérience. D'ailleurs, je profite qu'on m'accorde une tribune pour rappeler l'importance de la liberté d'expression, parce que vous avez certaines personnes, certains rappeurs qui se permettent de tout dire, de déverser leur vomi sur la France, et puis d'autres personnes qui s'appuient sur des faits que l'on traîne dans la boue. Alors, c'est un sujet dont personne n'ose parler, donc le rapport évident, le lien entre immigration et nouvelles formes de violence scolaire. Et pourquoi aucun professeur n'ose en parler? Tout simplement de peur de subir l'ostracisme et de se faire taxer de raciste. Pourtant, c'est un problème qui existe. Et plus précisément, quand on parle du rapport entre l'immigration et les violences scolaires, plus précisément, ce sont certains élèves issus de l'immigration qui refusent d'intégrer des valeurs républicaines, donc qui sont vraiment à la source, si vous voulez, des problèmes de violence. Alors, je vais m'appuyer sur des faits concrets que j'ai pu vivre au quotidien. Par exemple, la laïcité. Vous avez des élèves qui, dans certaines rédactions, décrivent un monde idéal, un monde où il y aurait des femmes habillées en burqa et avec que de la viande halal. Moi, j'avais un père, une fois, qui avait refusé de me serrer la main parce que j'étais une femme. Lors des incidents du 11 septembre, des élèves s'amusaient à faire voler des avions en papier en scandant Ben Laden. Il y a d'ailleurs à ce titre un rapport qui est sorti en juin 2004 d'un inspecteur général, un rapport Aubin, et qui s'intitulait « Signes et manifestations d'appartenance religieuse ». Et dans ce rapport Aubin, il était signalé que certains élèves refusaient de faire le plus en mathématiques parce que ça leur rappelait la croix, qu'ils refusaient d'étudier Madame Bovary parce que c'était jugé trop licencieux. Et par rapport à Madame Bovary, je rebondirais aussi, vous avez une forme de terrorisme au niveau des élèves qui refusent la liberté aussi sexuelle. Une élève une fois m'avait dit « Madame, vous êtes insolente parce que j'étais habillée en jupe ». Ou le phénomène des tournantes, qui sont aussi des phénomènes nouveaux. Enfin, au quotidien, moi, je vois aussi des violences importantes, c'est-à-dire l'antisémitisme qui est vraiment grandissant dans nos établissements, dans les établissements scolaires où j'ai pu enseigner, et puis aussi un racisme anti-blanc. Dans un établissement scolaire, une élève a planté une autre au compas en lui disant « Vous êtes tous des pédés de sales blancs ». Donc ça existe, il ne faut pas le nier. Et je pense qu'il est important de dénoncer des faits et de ne pas avoir peur de dire ce qu'on vit au quotidien. Didier Lapéronie. On a changé de sujet là, parce que le thème des violences scolaires me semble plus large d'une certaine façon que le thème, il me semble plus lié aux quartiers populaires qu'à ces questions d'immigration. Tous les quartiers populaires ne sont pas des quartiers d'immigration, mais un certain nombre d'entre eux le sont, si je peux dire. Donc il me semble que on ne peut pas réduire cette question de la violence scolaire exclusivement aux problèmes qui sont liés à l'immigration. Toute la difficulté de ce que vous venez de dire, qui me semble parfaitement juste. Et moi, j'ai observé des choses qui sont tout à fait semblables, même si j'ai pas travaillé dans l'école. Toute la difficulté, c'est de savoir ce que ça signifie. C'est-à-dire, au fond, si on a là quelque chose qui est de l'ordre de l'échec d'un processus d'immigration, si on a là quelque chose qui est de l'ordre d'un héritage culturel, enfin, le terme même n'a pas de sens en lui-même si on n'essaye pas de décrypter ce qui est en train de se passer. Or, il me semble que de ce point de vue-là, moi, ce que j'ai pu observer, d'abord, c'est des phénomènes de ghettoisation, ça c'est très net. Qui s'auto-alimente et qui se renforce, disons, et qui crée des formes de contre-société pour lesquelles, évidemment, le monde scolaire est plus un adversaire qu'un. Voilà. Deuxième chose sur ce plan-là, c'est que les gens souvent ne vivent pas à l'école. Alors,
non pas que l'école soit raciste, mais ont souvent l'impression que l'école est raciste à leur égard, c'est-à-dire qu'elle les discrimine ou les oriente mal, à la fois parce qu'ils sont pauvres et à la fois parce qu'ils sont immigrés, ce qui crée une tension supplémentaire. Et quand on interroge dans l'enquête que j'ai faite là-dessus, quand on interroge les gens, ils ont une image de l'école souvent dans ce type de situation qui est l'image de l'école plus comme un obstacle à leur promotion sociale que comme un vecteur qu'ils pourront utiliser pour se sortir, disons, ou pour monter socialement. Ce qui, si je peux me permettre, ce qui rend les choses très difficiles parce qu'ils sont plus, et moi c'est l'explication que je donnerai, ils sont plus dans des projets migratoires. Et le fait pour les enfants de migrants, ceux qui sont sacrifiés, qui sont exilés, qui ont travaillé durement, de ne pas réussir d'une certaine manière, est beaucoup plus difficile que pour les enfants de non-migrants. Parce que d'une certaine façon, ça invalide l'héritage migratoire, ça invalide l'héritage de la migration. C'est un rapport très difficile que ça crée pour eux. Ils ont une sorte de surcharge familiale de ce point de vue-là dans le projet. Et je pense que ça explique une part des tensions particulières qu'on peut observer dans ce type de situation, moins la culture, si vous voulez, que cet héritage migratoire. Alors, nous parlerons de leur rapport à l'école, car dans votre livre Ghetto urbain, vous consacrez un chapitre à l'intérieur d'une partie Impasse de la République à la question scolaire, mais j'en reste une seconde à partir justement de la lecture de votre livre, à cette question si difficile à aborder, qui est la question culturelle. Je dis qu'elle est difficile à aborder, parce que face à un problème pareil, nous sommes pris de panique. Je veux dire, nous sommes tributaires d'une histoire, celle du XXe siècle. Nous savons ce que le racisme a provoqué. Donc nous sommes spontanément antiracistes et amenés à surveiller nos propres réflexes d'exclusion. Mais si précisément nous sommes confrontés à une violence comme celle-là, qui n'a pas le racisme pour origine, avec quels mots allons-nous la dire? Quel concept, quel récit? À l'antiracisme dogmatique, nous ne voulons pas opposer le racisme. Bien sûr, ce n'est pas une option. Alors quoi? Nous sommes tous un peu perdus. Et le politiquement correct, qui sévit aujourd'hui, me semble procéder de cette panique universellement partagée, mais il a des effets dévastateurs. Et je vous lis Didier Lapéronie. Et vous parlez, dans le dernier chapitre de votre livre, de la question des rapports sexuels à l'intérieur de ce que vous appelez le ghetto urbain. Et c'est une vie sexuelle terrible, mais absolument terrible. C'est-à-dire, il y a deux sortes de femmes, les femmes inaccessibles et pures, et les autres qui sont, quand elles sont accessibles, des putes. Donc vous citez l'exemple d'un... Des putes francisées. Des putes francisées, qui plus est. Voilà. Et les vous blanches. citez l'exemple d'un jeune homme qui téléphone à ses copains pour, en pleine action, pour les faire participer, et vous dites que la sexualité est associée à la performance, au nombre de conquêtes, et elle est donnée à la publicité qui lui est donnée à l'intérieur du groupe. Mais le résultat, c'est une sexualité malade, et une très grande frustration, hein, c'est une sexualité collective dans laquelle la pornographie et la prostitution occupent une grande place. Et le résultat aussi, c'est que c'est une sexualité qui, pour beaucoup, arrive très tard. Donc une vie affective rabougrie, en quelque sorte. Est-ce que ça n'a pas un lien, ça, avec la violence qui peut sévir? Est-ce qu'une sexualité aussi peu épanouie ne favorise pas ce climat d'hostilité, d'animosité, d'agressivité et de brutalité? Didier Lapéronie. Il y a beaucoup de questions dans votre façon d'aborder les choses. Alors, la première chose que je vous ferai remarquer, c'est que ce type de sexualité n'est pas propre à ce type de population. C'est-à-dire que vous retrouvez ce type de choses parfaitement décrit, par exemple, sur les populations italiennes à Boston dans les années 50, dans les enclaves italiennes. C'est exactement la même chose. La description des Polonais par les sociologues de Chicago décrivent ce type de choses aussi, et ce type de rapport très compliqué, disons, avec la dichotomie, les femmes. Et l'inscription de tout ça aussi
aussi, et le mélange, et c'est ça qui est intéressant, enfin qui m'a beaucoup intéressé, le mélange qui se fait entre les thèmes sexuels et les thèmes raciaux. Les putes sont toujours les putes francisées, et si on porte une jupe, on se fait traiter de sale blanche ou de sale francisée. C'est profondément lié. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, oui, effectivement, cette dimension de frustration de la part d'une population ou de population masculine, disons, qui ont une grande difficulté, je dirais, alors pour employer un mot libéral, d'accéder au marché matrimonial, d'une part, d'accéder au marché sexuel pour une grande partie des gens, ce qui crée effectivement une